Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel autour de la perte de poids. Je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue et hypnothérapeute, fondatrice de l'académie Mincir Autrement, qui accompagne les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à la psychoneuronutrition, mais également à lever les blocages psychologiques pour maigrir définitivement. Bienvenue dans l'épisode numéro 51 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une thématique qui, je pense, va vous intéresser, qui est la suivante: comment gérer ses émotions quand on est hypersensible pour ne pas se jeter sur la nourriture. Alors, il y a plusieurs choses que j'aimerais définir avec vous. Déjà, ça va être le concept d'hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est finalement l'hypersensibilité? Eh bien, les personnes que l'on qualifie d'hypersensibles ont une sensibilité plus haute que la moyenne, hein, comme son nom l'indique. Ce sont des personnes qui vont avoir tendance à absorber les émotions des autres et on entend souvent l'expression «je suis une éponge» finalement, mais qui vont aussi avoir des sens hyper développés. Je vais reprendre le magazine Cerveau et Psycho, le numéro 141 de mars 2022, qui a fait un dossier entier sur l'hypersensibilité pour vous donner quelques, précisions. Donc c'est un concept effectivement qui a été, passé au crible des neurosciences. Donc la sensibilité serait formée de 3 composantes. On aurait dans un premier temps un débordement émotionnel, un seuil de détection sensorielle bas, pardon, et une sensibilité esthétique. Ça, ce sont les facteurs multisensoriels de l'hypersensible, du coup. Je vais vous détailler un petit peu tout cela. Le débordement émotionnel, eh bien, ça fait écho à des émotions intenses, une difficulté à contrôler ses ressentis et une impression de montagne russe. Quant au seuil de détection sensorielle bas, eh bien, ça va faire appel aux sens. On va avoir une forte sensibilité aux sons, aux lumières, aux odeurs, au contact physique, mais aussi une réactivité élevée aux stimuli et une gêne dans les environnements bruyants ou stimulants. Et enfin, en ce qui concerne la sensibilité esthétique, eh ben, les personnes vont avoir des ressources personnelles artistiques, un goût pour le beau en général, et des affinités développées pour les œuvres d'art. Pour être transparente avec vous, je pense que je fais partie effectivement de cette catégorie que l'on nomme hypersensible, même si je n'ai pas été diagnostiquée comme ça, ni même que j'ai fait un test valide. Néanmoins, beaucoup de points me parlent énormément. Et on estime qu'environ 20% de la population peut être qualifiée de hautement sensible ou d'hypersensible. Et beaucoup de personnes qui sont justement très sensibles en termes d'émotions notamment, vont avoir des difficultés, à gérer certaines situations parce que tout est un peu décuplé. On a l'impression que, ça nous déborde finalement. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect émotionnel justement de l'hypersensibilité, notamment en lien avec l'alimentation, la nourriture et en ce moment-là, l'alimentation émotionnelle. Le fait de manger ses émotions parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse tout particulièrement. Donc voilà un peu pour le cadre posé en termes d'hypersensibilité. Je vous invite à aller lire l'article, hein, du magazine Cerveau et Psycho. Je vous le rappelle, c'est le numéro 141, si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur ce concept d'hypersensibilité, qui a d'ailleurs aussi été développé par Hélène Aron. Vous avez un livre d'ailleurs là-dessus et sachez que vous avez un test également qui est proposé de 10 questions dans le Cerveau et Psycho pour savoir si vous êtes, oui ou non, hypersensible. Voilà un peu pour la parenthèse. En ce qui concerne les émotions, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais aussi clarifier certaines choses. On entend souvent émotions positives, émotions négatives. Néanmoins, j'aimerais soulever ce terme, cette connotation qu'on apporte aux émotions, car en réalité, il n'y a pas d'émotions positives ou d'émotions négatives, car les émotions, elles sont toutes utiles. Si elles sont là, c'est pas pour rien. Alors je vais simplement changer ce terme de positif et négatif en ajoutant le qualificatif agréable ou désagréable. On va entendre dans les émotions agréables, eh bien la joie,
notamment, et dans les émotions désagréables, tout ce qui va être peur, tristesse, colère. Je vais vraiment me cantonner aux émotions primaires, hein. Il y en a 4 ou 6 de base selon les courants et c'est vraiment sur celles-ci qu'on va, se focus du coup aujourd'hui pour cet épisode de podcast. Et sachez aussi que manger ses émotions est quelque chose de tout à fait normal. Vous le savez peut-être déjà si vous me suivez notamment sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube Mincir autrement avec les neurosciences où cette fois je publie des vidéos face caméra en vous expliquant des concepts en moins de 5 minutes. Manger ses émotions est en réalité un comportement normal que l'on a tous, moi aussi, oui, oui, oui. Ça m'arrive tout à fait de manger quand je suis stressée, triste ou en colère et c'est OK. On appelle ça une EME, une envie de manger émotionnelle. La différence en fait entre une EME, une envie de manger émotionnelle et une compulsion alimentaire, ça va être comment elle va se présenter à nous, les pensées qu'on va avoir à propos de ce qui se passe et comment on va se sentir après. Pour vous donner un exemple, on va prendre, une situation où par exemple, voilà, je suis au travail, j'ai été hyper stressée parce que mon boss m'a fait une remarque, imaginons. Et du coup, le soir, je rentre à la maison et je vais manger du pain et du fromage, alors qu'on va, dîner, hein, dans à peine une demi heure. Mais rien qu'en mangeant ce pain et ce fromage, finalement, ça me fait du bien, ça m'apaise, tout de suite ça je peux relâcher la pression, c'est OK et puis, je continue à vaquer à mes occupations et puis finalement, au moment où vient l'heure du dîner, je vais manger un peu moins parce que, forcément, j'ai moins faim. Là, on est dans l'envie de manger émotionnelle, dans l'EME. Ça, c'est OK. Un comportement, on va dire, sain. Je mets des guillemets. Reprenons la même situation. Stressée au boulot, du coup, je rentre, le soir et puis là, je me jette justement sur le pain et le fromage et puis je vais vider aussi le paquet de chips et je vais finir la tablette de chocolat. Sauf que du coup, j'arrive plus à m'arrêter en fait. Je vais manger, manger, parce que, je cherche du réconfort, de l'apaisement, mais ça vient pas donc je suis obligée de manger encore plus. Et quand j'ai terminé de manger tout ça, finalement, je me sens même pas mieux. Au contraire, je me sens coupable. Pire encore, je me culpabilise et je me juge d'avoir eu ce comportement et puis d'avoir encore craqué, et puis voilà, ça va avoir une incidence sur mon poids et je me sens nulle parce que je suis incapable de résister. Là, on n'est plus dans une EME, mais on est dans ce qu'on appelle le trouble du réconfort. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, manger ses émotions est normal. L'acte de manger a une double fonction, celle bien sûr de nous nourrir, mais aussi de nous faire plaisir. Ce qui fait que oui, il peut nous arriver de manger sans qu'on ait faim. Et c'est OK, c'est pas pathologique, c'est pas quelque chose à supprimer, à combattre ou que sais-je. C'est simplement humain et normal. Parce que certains aliments ont un pouvoir justement d'apaisement, de réconfort. Mais vous vous en doutez bien, les aliments qui ont ce pouvoir-là, ce sont des aliments assez riches et sucrés, hein. Le gras, le sucre, ce sont ces aliments-là qui nous apportent le réconfort et c'est pas une carotte. Non, non, non. Mais c'est OK, encore une fois. Le problème, c'est que quand on a toutes ces pensées qui font que quand on mange, on est en train de se juger en même temps, se dire: «Oh quand même je devrais pas et c'est pas bien, et puis il va falloir que je me restreigne encore plus après et puis oh moi j'ai aucune volonté et puis foutu pour foutu, de toute façon j'y arriverai jamais. Oh et puis je suis vraiment qu'une grosse vache». Ouais, toutes ces pensées-là, elles sont hyper critiques, hyper jugeantes et elles amènent encore plus de culpabilité et encore plus d'intensité, en termes d'émotions, parce que là on est du côté des émotions désagréables qui sont encore en plus décuplées, si on est du côté hypersensible. Et donc là, on tombe dans le trouble du réconfort, dans le côté compulsion alimentaire, parce qu'en fait, on a beau manger, manger, le réconfort il vient jamais. Parce qu'on se juge, parce que c'est pensé, parasite à ce moment-là. Donc ce que je vous invite à faire, si tout ça, ça vous parle, je vais vous proposer 4 étapes. 4 étapes pour retourner dans le côté EME, envie de manger émotionnel. Pour réussir à gérer en fait les émotions quand elles arrivent et ne pas automatiquement vous jeter sur la nourriture. Il faut savoir que derrière une émotion, il y a toujours un besoin. Un besoin qui est satisfait ou pas satisfait. En général, quand on est du côté des émotions désagréables, peur,
tristesse, colère, ça vient nous dire qu'il y a un de nos besoins qui n'est pas satisfait. Derrière la colère, il y a le besoin de respect qui n'est pas satisfait. Derrière la tristesse, on a un besoin de consolation, de réconfort. Et derrière la peur, il y a un besoin de réassurance. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à chercher sur internet la roue des émotions. Vous allez en trouver tout un tas où vous allez avoir, les émotions, les sensations physiques, physiologiques et également le besoin qui est associé derrière. Ça vous permettra de comprendre réellement ce qui se passe pour vous, dans votre corps. OK, de repérer l'émotion. Et d'ailleurs, ça va être la première étape que je vous propose de faire. C'est simplement de vous demander: «Comment je me sens là? Quelle est l'émotion en fait que je suis en train de ressentir?» Si tout ça, ça se mélange un peu pour vous, regardez au niveau de la roue des émotions, au niveau des sensations physiologiques. OK, vous avez, les mains moites, vous avez le cœur qui bat hyper vite et vous avez du mal à respirer. C'est peut-être que vous avez peur ou vous êtes en colère. Ça vous donnera une indication. Repérez déjà l'émotion ou les émotions qui sont présentes à ce moment-là. Ensuite, demandez-vous simplement: «OK, quel est le besoin qui n'est pas comblé là?» S'il y a cette émotion. L'émotion, c'est simplement un message du corps, hein, qui vient vous dire: «Hé coucou, fais attention, il y a un truc qui va pas là». OK, je suis en colère. J'ai un besoin de me faire respecter, d'être respectée. Sauf que, là aussi, si mon patron m'a pas respectée, je peux pas faire grand-chose. Donc comment est-ce que je peux remettre les pendules à l'heure pour que moi je me sente respectée dans mon intégrité? Ça peut être pourquoi pas d'aller le voir demain matin ou de lui envoyer un mail pour lui expliquer que la conversation que vous avez eue vous a mis extrêmement mal à l'aise parce que, vous ne vous êtes pas senti respectée et cetera et cetera. Posez vos limites. La colère appelle à cela, à poser vos limites. Et donc la troisième étape que j'ai un peu anticipée du coup, c'est de se demander: «Mais comment est-ce que je peux combler mon besoin?» L'idée, c'est pas demander à l'autre de combler votre besoin sur le moment, mais de pouvoir le combler par vous-même. OK, vous êtes en colère. Comment vous pouvez poser vos limites là maintenant? Ça pourrait être pourquoi pas de vous poser et d'écrire. D'écrire une lettre à votre patron, d'écrire simplement dans votre carnet ou d'appeler une amie pour lui raconter tout ça. Mais pas juste lui raconter tout ça pour se plaindre, pour déverser tout cela et pour vider votre sac, mais vraiment pour prendre conscience de pourquoi ça vous a mis en colère, ce qui s'est passé. Et comment est-ce que vous pouvez faire pour que ça ne se reproduise pas? Eh bien, c'est de poser davantage vos limites. Mais ça demande aussi de se poser et de savoir, c'est quoi vos limites. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, si l'envie de manger, elle est toujours présente, c'est OK. Et vous pouvez tout à fait, à ce moment-là, prendre un truc à grignoter pour apaiser votre émotion. Mais pas n'importe comment. L'idée, c'est de le faire en pleine conscience. Ce que l'on appelle en conscience, c'est de pouvoir choisir délibérément, de se dire: «OK, j'ai pas faim, je suis en colère, j'ai envie de manger une glace, et c'est OK. En fait, je vais choisir de manger cette glace pour apaiser mon émotion là, tout de suite. Mais je vais porter mon attention sur le fait de manger cette glace, de la déguster et pas juste de la dévorer. L'idée, c'est de la savourer et de pas juste vous remplir avec. Vous voyez la différence? Si tout cela, ça vous parle, ce côté alimentation émotionnelle, la différence entre une envie de manger émotionnelle, une compulsion, la notion de trouble du réconfort vous parle, eh bien, pour aller plus loin, je vous invite à regarder mon programme Alimentation sereine et consciente, dans lequel je vous guide pas à pas pour sortir du trouble du réconfort et retrouver une alimentation sereine et apaisée, tout simplement. Le lien sera dans la description de cet épisode de podcast. Et pour terminer, j'aimerais vous partager un outil hyper intéressant de gestion émotionnelle qui va beaucoup vous aider si vous êtes justement, si vous faites partie de ces personnes, qualifiées d'hypersensibles, en tout cas qui ont l'impression d'absorber les émotions des autres, d'être une véritable éponge et d'être, épuisée, vidée à chaque, appel avec une amie, à chaque, rencontre, avec des gens parce que finalement on prend tout sur nos épaules. Cet outil, il s'appelle le modèle. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Le modèle a été élaboré par une coach américaine qui s'appelle Brooke Castillo.
C'est un modèle, cognitif qui va vous permettre en fait de reprendre votre pouvoir sur les émotions. C'est d'ailleurs un outil de gestion, hem, que l'on appelle, l'indépendance émotionnelle, qui va être utile pour retrouver votre indépendance émotionnelle. C'est-à-dire pour ne plus dépendre des émotions des autres, finalement. Parce qu'encore une fois, si une amie vous raconte qu'elle ne va pas bien, si vous, vous finissez par aller mal aussi, bah, vous allez plus pouvoir l'aider. Vous allez finir à 2 à aller mal, finalement, et c'est pas du tout le but. Mais j'entends aussi qu'il peut y avoir une croyance de: «Bah oui, mais si je ressens rien, c'est que, bah, finalement, je suis pas une bonne amie». Au contraire, vous pouvez tout à fait ressentir de la compassion, de l'empathie. Mais souffrir avec elle, en fait, ça sert ni vous ni elle. Faut que vous gardiez les épaules solides, finalement, pour pouvoir lui apporter votre soutien, votre écoute, votre aide. Et là aussi, vous avez le droit de poser vos propres limites, sachez-le. Revenons à cet outil, le modèle. Le modèle, il y a 5 choses à retenir. La première, c'est que les circonstances sont neutres. C'est-à-dire que toutes les situations que vous vivez sont neutres. Elles ne sont ni positives ni négatives, exactement comme les émotions. On pourrait tout à fait attribuer le qualificatif de situation agréable et de situation désagréable. Bien sûr que le fait, d'avoir pris une remarque en pleine tronche par son boss, c'est pas une situation agréable, on est d'accord. Néanmoins, c'est une situation neutre. Pourquoi? Parce que le fait que ce soit agréable ou désagréable pour vous, ça va dépendre de vos pensées. Les pensées que vous allez avoir à propos de cette situation. Si vous vous dites: «Ah bah punaise, franchement avec tout ce que je fais, il est même pas fichu de me respecter et de reconnaître mon travail», bah c'est clair que ça va pas être, une situation agréable. Par contre, si vous dites: «Oh bah de toute façon il fait que râler celui-là, bon bah c'est pas grave, je continue et puis, on verra demain, il sera déjà, mieux léché». Ça nous passe complètement au-dessus et pourtant c'est la même situation. C'est votre façon de réagir à la situation et ça va dépendre de vos pensées en fait, qui va ajouter cette teinte agréable, désagréable. Donc on a la circonstance neutre et puis ensuite on a vos pensées. Les pensées que vous dites à propos de la situation. Attention, spoiler alerte, ces pensées-là, en général, elles sont automatiques et inconscientes. Parce qu'en général, vous, ce que vous ressentez immédiatement après une situation, ce sont vos émotions. Ben, de la colère, justement. On passe de la situation à l'émotion. Sauf que entre les deux, il y a les pensées. Mais comme les pensées sont automatiques et inconscientes, ben, on oublie qu'il y a ça. Ça permet aussi de reprendre son pouvoir, d'aller creuser à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'on est en train de se dire à propos de la situation pour ressentir de telles émotions? Ensuite, avec les émotions, bah, on va commencer à mettre en place des actions, ou pas d'ailleurs. On va appeler ça action ou inaction. Qu'est-ce qu'on fait après que le boss nous ait fait cette remarque? Bah, soit on va aller pleurer dans les toilettes et se confier à une collègue, soit bah, on passe au-dessus et puis on continue notre travail. Et ensuite, on a le résultat. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons que le boss, il vous fait la remarque de, bah, vous n'avez pas suffisamment, peaufiné votre dossier. Pensez, franchement, il se prend pour qui celui-là avec tout le taf que j'ai déjà à faire? Il me demande des trucs, impossibles. Émotion, colère. Action, bah, du coup, on fait rien de plus. Parce qu'en fait, on est déjà en colère, on a fait suffisamment notre taf, il est pas content, il est pas content. Et résultat, bah, ouais, votre boss, il continue toujours à croire que finalement vous n'avez pas fait votre boulot comme il aimerait que ce soit fait, parce que vous n'avez pas pu lui dire entre-temps que c'est impossible. Et vous voyez le cercle vicieux qui commence à se mettre en place là. Ce modèle, il vous permet de mettre en lumière vos schémas de comportement, votre fonctionnement inconscient. Et ça, je vous invite à le faire après coup. Une fois que, une situation est passée, attendez 1 ou 2 jours, une fois que l'état émotionnel est un peu redescendu. Et reprenez ce modèle et notez simplement dans la circonstance neutre qu'est-ce qui s'est passé, de manière factuelle. Ensuite, notez les pensées que vous avez eues, quelle émotion ça a généré en vous, quelle action ou inaction ça vous a permis de faire, de ne pas faire, et quel en était le résultat. Ça met en lumière tout ce qui se passe pour vous. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça va vous permettre aussi de comprendre pourquoi telle émotion vous amène à manger.
Et en faisant ça, vous allez pouvoir vous détacher aussi émotionnellement de ce que les autres sont en train de ressentir ou de vous faire ressentir. Parce qu'en réalité, l'autre n'a pas le pouvoir de vous faire ressentir des émotions, pardon. Tout comme vous n'avez pas le pouvoir sur l'autre de lui faire sentir des émotions. Ce sont les pensées qu'on va avoir à propos d'une chose qui vont générer des émotions. Donc, personne n'a le pouvoir de vous rendre heureux ou malheureux, pardon, et vous n'avez pas le pouvoir de rendre votre conjoint ou conjointe heureuse ou malheureuse. Ce sont ses pensées, son interprétation. Et bien sûr que notre interprétation du monde, elle nous vient de nos expériences passées, de notre éducation, de la société, etc., etc. Mais si on n'a pas conscience de tout ça, ben on est comme un hamster qui court dans une roue et qui continue, quoi, continue, qui continue. Il n'y a pas d'issue. C'est un cercle vicieux. Alors cet outil-là, il vous permet aussi de vous déresponsabiliser, non pardon, de vous responsabiliser et de vous déculpabiliser par rapport aux émotions des autres. J'espère que ça vous aura aidé, cet outil-là. Je l'ai simplifié dans l'Académie Mincir Autrement où on n'a que 3 éléments. On a, les pensées, les émotions et l'action et les comportements en fait. Dans l'Académie Mincir Autrement, j'en parle, c'est le triptyque que vous pouvez d'ailleurs retrouver aussi dans ma vidéo, dans ma chaîne YouTube, qui a, sous le nom, pardon, je réfléchis en même temps, l'outil le plus puissant pour reprogrammer votre cerveau, si jamais ça vous intéresse. J'espère que ça vous aura donné des pistes, de réflexion, que ça vous aura aidé justement cet outil pour mettre à distance aussi toutes ces émotions-là et reprendre, votre responsabilité et vous déculpabiliser. Je vous souhaite une très belle journée et puis, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.